Bonjour à toutes et à tous. Merci Béatrice. En effet, je suis ravie donc de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous Melchior M, qui est cette fois donc consacré à la sociologie et à un pan important de la sociologie puisque nous allons parler culture et classe sociale. Plus précisément, donc nous avons l'occasion aujourd'hui et le plaisir d'accueillir Philippe Coulangeon, qui a été présenté précédemment, et que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, puisqu'il est l'auteur du repère sur la sociologie des pratiques culturelles, publié en 2005, et il a aussi orienté ses travaux sur l'analyse actuelle de la distinction, ouvrage de Pierre Bourdieu. Alors, ce qui est intéressant dans ce rendez-vous, c'est cette mise en voie de cet ouvrage publié en 2021, Culture de masse et société de classe, le goût de l'altérité. Donc le titre m'a évidemment immédiatement interrogée et intéressée. Je confirme, c'est un ouvrage passionnant qui réinterroge la place de la culture dans les inégalités sociales à l'aune de nouvelles enquêtes menées et la place de la culture aussi dans la stratification de nos sociétés. Alors, il intervient aujourd'hui pour une mise en voie, finalement, de cet ouvrage. Alors, nous aurons le plaisir de l'entendre sur les points importants de cet ouvrage pendant environ une demi-heure. Et ensuite, et pendant ce temps, vous pouvez évidemment poser des questions que je collecte et que je relayerai auprès de Philippe Coulangeon à l'issue de cette demi-heure pour qu'il y ait un temps d'échange. Merci beaucoup à tous et merci surtout à Philippe Coulangeon d'être aujourd'hui avec nous. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie donc de m'inviter à cette séance de présentation. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans les échanges préalables qu'on a eus au sujet de cette présentation, c'est toujours pour moi un plaisir que de dialoguer avec des professeurs de sciences économiques et sociales, ne serait-ce que parce que je suis un ancien professeur de sciences économiques et sociales, même si ça commence à remonter à longtemps, puisque ça remonte aux années 1990, mais je n'ai jamais complètement perdu le fil avec les SES, et je dois dire que lorsque je mène mes recherches, j'ai toujours un peu en tête l'usage qui peut être fait des travaux de recherche dans l'enseignement des sciences économiques et sociales. Alors, je ne vais pas me livrer un résumé linéaire de l'ouvrage, qui est un ouvrage un peu long et que je ne peux pas résumer en une demi-heure. Euh, c'est un ouvrage qui fait dans lequel je me suis efforcé de faire la synthèse d'un certain nombre des travaux que j'ai pu mener, je dirais, depuis 15 ans sur ces questions de culture et d'inégalité sociale. C'est un travail de synthèse de mes propres travaux et d'autres travaux, un travail de synthèse de la littérature existante en sciences sociales sur ces questions de culture et d'inégalité. Alors, plutôt donc que de prétendre faire un résumé linéaire de l'ouvrage, ce qui serait difficile et pas tenable dans le cadre de la demi-heure qui m'est impartie pour cette présentation, j'ai choisi d'isoler 5 thèmes que je développerai plus ou moins en fonction du temps que je vais consommer. Je voudrais d'abord revenir sur la question du capital culturel. C'est une notion qui est familière à la plupart d'entre vous, j'en suis certain. C'est une notion qui est très importante dans l'analyse des inégalités sociales et notamment dans l'analyse des inégalités en matière d'éducation. Et je me suis beaucoup interrogé dans cet ouvrage sur cette notion de capital culturel, son contenu, son interprétation. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais vous proposer quelques développements vient dans le prolongement du premier. Je crois que un des arguments que j'ai essayé de développer dans cet ouvrage, c'est que ce que j'appelle le capital culturel, ce que les sociologues appellent en général le capital culturel, et pas seulement les sociologues, parce que c'est un
c'est une notion qu'on trouve aussi chez les économistes lorsqu'ils s'intéressent aux questions d'éducation notamment. Ce que l'on appelle le capital culturel a sans doute un peu changé de contenu au cours je dirais, des 20 dernières années, des 20 ou 30 dernières années, et j'essaierai d'expliquer pourquoi. Le troisième point que je voudrais un petit peu développer dans cette présentation concerne la dimension transatlantique des controverses scientifiques sur ces questions de capital culturel, et notamment tout le débat qui a pu exister entre la sociologie européenne et principalement française et la sociologie américaine sur ces questions d'inégalité et de culture, notamment autour de la réception des travaux de Pierre Bourdieu aux États-Unis. Et j'essaierai de montrer pourquoi, me semble-t-il, il existe une forme de malentendu dans les controverses autour notamment des thèses de Bourdieu dans leur retraduction américaine. Et puis, les deux derniers points que je voudrais aborder sont d'une part cette question de l'altérité, du rapport à l'altérité qui figure en sous-titre de l'ouvrage, ce que j'ai appelé s'ouvrir à l'autre pour le maintenir à distance. Je voudrais essayer de montrer en quoi l'ouverture à la diversité culturelle est une forme aujourd'hui très puissante et à la fois très paradoxale de distinction culturelle, puisqu'a priori l'ouverture à la diversité peut sembler synonyme de disparition des frontières et de disparition des distinctions. En réalité, c'est une forme assez subtile de reconstitution des frontières socioculturelles, je dirais, entre les groupes sociaux. Et puis enfin, si j'en ai le temps, je m'interrogerai, c'est peut-être le point le plus exploratoire de cet ouvrage, je m'interrogerai sur les liens qui peuvent exister entre les attitudes dans le domaine culturel d'une part et les attitudes observées en matière politique d'autre part. C'est un point que j'ai pas mal abordé dans la dernière partie du livre. Alors, sur le premier point, je voudrais revenir tout d'abord sur cette notion de capital culturel que je ne vais pas redéfinir en détail puisque c'est une notion qui vous est familière. Je voudrais juste préciser les deux choses suivantes. La première chose qui était très présente dans mon esprit au moment où j'ai écrit ce livre, c'est que le débat public autour des questions de culture, davantage dans sa dimension politique que dans sa dimension académique, est fortement imprégné depuis quelques années des questions de culture, dans un sens qui est assez différent de celui dans lequel j'entends, pour ma part, les questions de culture. Alors, c'est une précision qui me semble utile de faire d'emblée. Au fond, les questions culturelles dans le débat public sont surplombées par des préoccupations qu'on pourrait qualifier d'identitaires, qui s'intéressent à la dimension culturelle des inégalités au sens où les différences culturelles seraient à l'origine de frontières, de clivages et d'inégalités irréductibles. Au fond, ce sont les différences culturelles qui seraient à l'origine des inégalités, des conflits, des clivages, des antagonismes. Alors, ça n'est pas le sens dans lequel, ce sens identitaire n'est pas le sens dans lequel j'envisage la culture. J'envisage, pour ma part, comme le font généralement les sociologues, la culture comme un ensemble de ressources. Et au fond, la question qui m'intéresse, c'est ce que je pourrais désigner comme la double rivalité
pour la définition des ressources culturelles désirables et pour l'accès à ces ressources. Alors, pourquoi je dis double rivalité? Parce que ce qu'il y a de particularité avec ce qu'il y a de particulier, pardon, avec la ressource culturelle par rapport à d'autres types de ressources, c'est que ce qui est en jeu dans la compétition entre les individus et entre les groupes, ce n'est pas simplement l'accès aux ressources elles-mêmes, c'est la définition des ressources qui sont l'objet de la compétition. Et on voit bien que derrière, il y a toute cette question qui dans la tradition sociologique, remonte en France à Bourdieu et Passeron. Il y a toute cette question de la dimension de l'arbitraire culturel dans la définition de ce que sont les ressources culturelles valorisées dans la vie sociale. Alors, cette double rivalité, elle renvoie à deux types d'inégalités. Des inégalités d'accès d'une part et des inégalités de traitement. Et derrière ces deux types d'inégalités, je serais tenté de dire qu'il y a deux définitions en fait assez différentes de ce qu'est le capital culturel dans l'acception métaphorique du terme de capital. Je dirais que si on raisonne essentiellement en termes d'inégalité d'accès, et si l'on envisage au fond les ressources culturelles de manière tout à fait homologue aux ressources matérielles ou financières ou économiques, on est plutôt dans ce que j'appellerais un usage faible de la notion de capital culturel, et où ce qui est en jeu, c'est la compétition pour l'accès aux ressources culturelles socialement utiles dans la vie collective, dans la vie scolaire, dans la vie professionnelle, dans la vie aussi amicale, affective, notamment dans tout un tas d'analyses de sociologie du mariage. Cette question du capital culturel peut être tout à fait présente. Quand on est dans cet usage que je qualifierais de faible de la notion de capital culturel, il n'y a pas de questionnement véritablement sur les ressources qui font l'objet d'une compétition sociale. Il y a un questionnement sur ce qui est à l'origine d'inégalités d'accès à ces ressources. Il y a un autre usage, une autre définition de la notion de capital culturel qui renvoie à ce que j'appellerais davantage un usage fort et qui est indissociable de la notion d'arbitraire culturel chez Bourdieu et Passeron, et qui renvoie plutôt ici à une problématique non pas d'inégalité d'accès, mais d'inégalité de traitement, qui est l'idée qu'au fond, ce qui crée de l'inégalité culturelle, ça n'est pas seulement l'inégalité d'accès à des ressources culturelles socialement utiles, c'est une inégalité des différents groupes sociaux à imposer une définition des ressources culturelles qui ont une valeur dans la vie sociale. Alors, dans la généalogie du concept, j'irai assez vite là-dessus, mais c'est quand même intéressant de regarder, quand on relit Bourdieu et Passeron, qu'entre les héritiers 1964 et la reproduction 1970, il y a vraiment une évolution de l'usage faible à l'usage fort. Dans les héritiers, il n'y a pas tellement d'interrogations en réalité sur le contenu des ressources culturelles. On est beaucoup dans une sociologie, dans les héritiers, on est beaucoup dans une sociologie du handicap culturel, dans une sociologie des inégalités d'accès aux ressources culturelles utiles notamment pour réussir à l'école, pour aller vite. Dans la reproduction, on est dans tout à fait autre chose, puisque la notion de capital culturel est indissociable de la notion d'arbitraire culturel, c'est-à-dire du fait que ce qui crée l'inégalité, ça n'est pas seulement l'inégalité d'accès aux ressources, c'est le pouvoir inégal des différents groupes sociaux d'imposer la définition de ce qui est constitutif du capital culturel. Alors, je pense que cette distinction est très importante parce que je pense que après la reproduction,
chez Bourdieu et chez les sociologues qui s'inspirent de Bourdieu, implicitement, lorsqu'il est fait référence à la notion de capital culturel, il est fait référence à cet usage fort. Il est fait référence à cet usage qui renvoie pas seulement à une problématique d'inégalité d'accès, mais qui renvoie aussi à une problématique d'inégalité de traitement, c'est-à-dire d'inégalité dans le pouvoir de définition de ce qui fait, de ce qui constitue un capital culturel. Or, lorsqu'on examine les usages qui sont faits euh, du, euh, du concept de capital culturel dans les travaux de sciences sociales en France et à l'étranger, en sociologie, en sciences de l'éducation, mais aussi en économie de l'éducation, ce que l'on voit, c'est que le concept de capital culturel est massivement mobilisé dans son usage faible. C'est-à-dire qu'au fond, la plupart des travaux de sociologie empirique qui mobilisent la notion de capital culturel aujourd'hui le mobilisent sans référence, sans nécessairement faire référence à cette problématique de l'arbitraire culturel, mais en s'intéressant aux obstacles qui produisent de l'inégalité d'accès à un certain nombre de ressources culturelles qui sont réputées, à tort ou à raison, efficaces dans le développement cognitif, dans le développement des compétences cognitives des élèves et dans leur réussite scolaire. Donc, il y a, je dirais, d'une certaine façon, une supériorité empirique des usages faibles, ce qui, à mon avis, veut dire deux choses. D'abord, comme je viens de le dire, le concept est surtout mobilisé dans ce sens plutôt faible. Et ensuite, ce qui est peut-être un peu plus inattendu, c'est qu'en fait, il y a quand même un certain nombre de travaux empiriques qui ne vont pas tellement, en réalité, dans le sens de la théorie de l'arbitraire culturel de Bourdieu et Passeron. Bon, alors, je manque de temps pour développer ce point, mais je dirais que Bourdieu lui-même ne semble pas très au clair sur cette question à la fin de sa vie. Je pense qu'il est très intéressant de lire un livre de Bourdieu qui est peu lu et qui pourtant me semble assez intéressant en termes de mise au point conceptuelle, qui est le livre Méditation pascalienne, qui a été publié en 1997, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel Bourdieu revient un peu sur ces questions-là, et au fond est un peu plus prudent, me semble-t-il, ou un peu plus modeste, je dirais, sur cette idée d'arbitraire culturel qu'il ne l'était à l'époque de son tandem avec Passeron au début des années 70. Et je dirais qu'il y a un certain nombre de travaux empiriques aujourd'hui qui ne vont pas tellement dans le sens de l'usage fort. Je pense en particulier à un certain nombre de travaux sur les effets des pratiques de lecture sur les performances scolaires des élèves. Alors, c'est un bon exemple, la pratique de la lecture, parce que la lecture, c'est à la fois, on le sait, il y a des travaux de psychologie là-dessus qui le montrent, c'est à la fois du développement de capacités cognitives, et ça peut aussi être de l'arbitraire culturel. C'est-à-dire que, bon, on pourrait se dire, l'effet des pratiques de lecture sur la réussite scolaire des élèves, c'est à la fois du développement cognitif, mais c'est aussi la lecture de tel type d'œuvres littéraires plutôt que d'autres types d'œuvres littéraires. C'est-à-dire que si on est dans une conception arbitraire culturelle, du capital culturel, on s'attend à ce que lire Proust ou lire Marc Lévy soit pas indifférent en termes d'effet sur la réussite scolaire des enfants. Or, en fait, empiriquement, ce qui a été montré à plusieurs reprises, c'est que ça n'est pas le cas. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il existe un impact très significatif des habitudes de lecture des enfants, mais aussi de celles de leurs parents, sur leur performance scolaire, mais ceci, quel que soit le contenu des lectures, hein, que les enfants lisent que les jeunes lisent des romans policiers ou Claude Simon ou Marguerite Duras, ça ne fait pas tellement de différence sur la performance scolaire. Et ça, je pense que c'est un résultat qui est pas complètement sans intérêt
par rapport, je dirais, à ce que j'appellerais la supériorité empirique, en quelque sorte, de l'usage faible du capital culturel. Bon, ça c'était le premier point sur lequel je voulais revenir. Le deuxième point sur lequel je vais être un peu plus rapide, parce que je pense que c'est la partie de mes travaux qui est la plus connue et puis qui est au-delà de moi-même est la plus connue, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses là-dessus. Je crois que ce qui caractérise la situation contemporaine d'un certain nombre de sociétés, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord, mais même plus largement à l'échelle mondiale, c'est que ce qui est constitutif du capital culturel a, sans doute un petit peu changé de contenu. En particulier les formes de la distinction culturelle, pour reprendre les termes de Bourdieu, ont profondément changé depuis une trentaine d'années. Et on a de multiples indicateurs empiriques du fait que ce qui crée de la distinction sociale et culturelle, c'est davantage une forme d'éclectisme culturel que un rapport privilégié avec les répertoires de la culture savante. Bon, c'est la thèse bien connue du sociologue américain Richard Peterson, popularisée à travers la métaphore de l'omnivore et de l'univore. Au fond, alors que nous étions habitués à penser les questions d'inégalité sociale par rapport à la culture en termes d'opposition entre culture savante, culture populaire, pour aller vite, ce que l'on observe, c'est davantage un gradient d'éclectisme, un gradient social d'éclectisme. Au fond, ce qui distingue les classes supérieures des classes populaires, c'est davantage la diversité des goûts et des pratiques des classes supérieures et l'unicité, la réduction à des répertoires plus étroits au sein des classes populaires. Alors, ça prend diverses formes, hein. C'est toute la question de l'ouverture à la diversité culturelle. Ce n'est pas simplement la question du franchissement de la frontière entre répertoire savant et répertoire populaire, c'est aussi la question de la frontière entre le local et le global. Donc derrière cette question d'éclectisme et d'ouverture à la diversité, il y a aussi toute la question du cosmopolitisme, du multiculturalisme, de la pluralité linguistique, de l'aptitude à manier les langues étrangères, toutes ces choses-là qui sont devenues des marqueurs de distinction culturelle, sans doute beaucoup plus importants que la familiarité avec la culture savante. Bon, c'est très net dans les élites scolaires d'ailleurs. Moi, je travaille dans un établissement, je suis chercheur au CNRS, mais je suis dans une unité de recherche qui est implantée à Sciences Po. Je travaille dans une institution qui est très emblématique, me semble-t-il, de cette évolution, où au fond, les étudiants que j'ai en face de moi, qui sont quand même en grande majorité issus de milieux très privilégiés, ce qui est très caractéristique de leur capital culturel, c'est moins effectivement un rapport privilégié à la culture savante que cet éclectisme et cette forme de cosmopolitisme qui est très visible notamment dans leur très grande aisance à l'égard de la manipulation des langues étrangères et notamment de l'anglais. Bon, donc ça, je pense que ce sont des évolutions qui sont très documentées en France et ailleurs, avec évidemment sur cette question du cosmopolitisme peut-être une particularité, notamment pour des raisons linguistiques, entre le monde anglo-saxon et puis les autres pays. Bon, je manque de temps pour développer ça, mais je pense que c'est une évolution qui est très importante. Alors, sur le recul de ce que j'appellerais la distinction savante, je pourrais donner quelques illustrations. Je n'ai pas le temps de le développer énormément. Je voudrais juste donner une illustration ici, qui est l'évolution entre… alors ici, ce sont les données qui sont produites ici, ce sont les données des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français du ministère de la Culture.
de 1988 à 2018. J'ai simplement reproduit ici l'évolution de la proportion de non-lecteurs, c'est-à-dire de personnes qui, dans l'enquête, déclarent n'avoir lu aucun livre dans les 12 mois précédant l'enquête, et j'ai représenté l'évolution de cette proportion avec une échelle logarithmique qui permet de visualiser plus précisément les évolutions relatives. J'ai ventilé cette évolution par niveau de diplôme. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 1998 comme en 2018, sans surprise, la proportion de non-lecteurs est beaucoup plus importante chez les non-diplômés que chez les diplômés de l'enseignement supérieur. Mais ce qu'on voit aussi, et là l'échelle semi-logarithmique permet de bien le visualiser, c'est que la progression des non-lecteurs est nettement plus forte chez les diplômés de l'enseignement supérieur que chez les non-diplômés. Et on observe le même phénomène de manière un petit peu moins nette, mais quand même, on observe aussi le même phénomène si on raisonne en termes de classe sociale. Hein, en 2018, comme en 88, les cadres sont beaucoup moins souvent non-lecteurs que les employés et les ouvriers, mais l'évolution de la proportion non-lecteurs, elle est plus importante chez les cadres, l'évolution relative, elle est plus importante chez les cadres qu'elle ne l'est chez les employés et les ouvriers. Autrement dit, il y a effectivement un certain nombre d'indicateurs de ce recul de la distinction savante. Alors, je voudrais en venir rapidement à mon troisième point. Je serai très bref là-dessus, mais parce que c'est vraiment un élément de contexte qui, à mon avis, est trop souvent absent dans les discussions postérieures à la distinction. Il y a eu dans les années 90 un certain nombre de travaux. Alors, je pense évidemment à Richard Peterson, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je pense aussi à Michel Lamon, sociologue québécoise d'origine, mais américaine, enfin états-unienne aujourd'hui. Je pense à l'ouvrage de 1992 de Michel Lamon, Morale, Money and Manners, qui avait été traduit en 1995 en français sous le titre La morale et l'argent, où Michel Lamon montrait, à partir d'une enquête qualitative réalisée par entretien auprès de cadres supérieurs, pour aller vite, français et américains, que les formes culturelles de la distinction qu'on pouvait observer en France à la Bourdieu n'existaient pas au sein des classes supérieures américaines. Alors, à partir de là, il y a eu tout un tas de réflexions, notamment aux États-Unis, qui tendaient à montrer que, au fond, la thèse de Bourdieu de 79, au fond, tenait pas la route parce que ce qu'on observait en France, eh ben, on ne l'observait pas aux États-Unis. Alors, je pense qu'effectivement, cette différence entre la France et les États-Unis, elle est tout à fait robuste, elle est tout à fait réelle. Je pense qu'elle a été mal analysée. Elle a été mal analysée parce que je pense qu'il y a un très gros malentendu sur la différence entre les sociétés européennes et la société américaine, et particulièrement entre la société française et la société américaine. J'ai représenté sur ce graphique l'évolution de la proportion de diplômés du second cycle de l'enseignement secondaire, ce qui correspondrait au niveau bac en France. L'évolution historique en France et aux États-Unis de 1870 à 2010. Ce sont des données qui sont tout à fait librement accessibles. Et en fait, ce qu'on voit ici et qui est très spectaculaire, c'est qu'il faut bien avoir en tête qu'au moment où Pierre Bourdieu écrit la distinction en 1979, il le fait sur la base de données empiriques qui sont des données qui datent essentiellement des années 60 et donc qui décrivent une société dans laquelle il y a tout au plus 20% d'une classe d'âge qui sont bacheliers. À la même époque, aux États-Unis, le niveau second cycle
enseignement secondaire, l'équivalent, quoi, c'est 80% d'une classe d'âge. Autrement dit, le phénomène de la massification de l'enseignement secondaire puis supérieur, qui est un phénomène qui, en France, historiquement, vous le savez tous, c'est un phénomène qui s'est essentiellement produit entre les années… Alors, il y a deux massifications. Il y a la première massification des années 60, mais la deuxième massification, qui se produit essentiellement dans les années 80-90, c'est un phénomène qui est bien antérieur aux États-Unis. Donc, je pense qu'une partie des controverses qu'il y a pu avoir sur la postérité de Bourdieu, sur l'idiosyncrasie très française de la théorie de Bourdieu, est liée en fait à ce décalage historique dans le calendrier de la massification scolaire. Évidemment, d'une certaine façon, si vous essayez de reproduire au début des années 80 ou au début des années 90 ce que Bourdieu avait fait en France en 79 sur la base de données qui remontaient aux années 60, eh bien vous faites face à une société qui est très différente du point de vue de la distribution des niveaux d'éducation. Et donc, il n'est pas si surprenant que les phénomènes de distinction culturelle liés à la familiarité avec la culture savante ne soient pas du tout les mêmes dans une société où la massification scolaire, c'est déjà de l'histoire ancienne, et dans une société où la massification scolaire, en quelque sorte, elle n'est pas encore faite. Et d'une certaine façon, moi, je serais tenté d'interpréter cette question de la montée de l'éclectisme, de l'ouverture à la diversité, etc., comme un effet de la massification scolaire. Au fond, ce qu'on observe aujourd'hui en France en termes de montée de l'éclectisme, c'est aussi, me semble-t-il, et c'est un point que je développe dans l'ouvrage, un effet de la massification scolaire, de la diversification des caractéristiques sociales et culturelles de la population des lycéens, puis de la population des diplômés de l'enseignement supérieur. Et ceci est producteur d'effets assez puissants dans les attitudes et les habitudes culturelles que l'on peut observer. Alors, je voudrais, pour terminer très rapidement, parce que j'ai un peu épuisé mon temps de parole, donc je vais juste évoquer de manière très, très brève les deux idées, mais on y reviendra peut-être dans la discussion, les deux points que j'ai développés dans la dernière partie de l'ouvrage. Le premier point, j'ai essayé de m'interroger peut-être un peu plus que cela n'a été fait jusqu'à présent sur la signification sociale de cette norme d'éclectisme culturel, je dirais en quelque sorte. Si on veut continuer à analyser ces questions dans les termes de la sociologie de Bourdieu, la norme de légitimité culturelle, s'il en existe une, serait aujourd'hui davantage cette norme d'éclectisme et d'ouverture à la diversité que une norme de distinction par la familiarité avec la culture savante. Alors, cette norme d'éclectisme, cette norme d'ouverture à la diversité, elle a souvent été interprétée par un certain nombre de commentateurs comme un signe de démocratisation culturelle. Au fond, si la norme de légitimité culturelle, c'est l'éclectisme, c'est la diversité culturelle, ben, au fond, il n'y a plus de domination culturelle, il n'y a plus d'inégalité culturelle en quelque sorte. Alors, je pense que c'est profondément illusoire pour au moins trois raisons. D'abord parce que cette question d'ouverture à la diversité, c'est quelque chose qui est profondément asymétrique. Cette ouverture à la diversité, elle se fait du haut vers le bas, en quelque sorte. Ce sont les catégories socialement et culturellement privilégiées qui ont déjà un accès privilégié à la culture savante, qui diversifient leur répertoire de pratiques culturelles en l'étendant à des domaines qui sont extérieurs à la culture savante, mais c'est rarement l'inverse. La deuxième raison, c'est que l'aptitude de relativisme culturel, en quelque sorte, qui est sous-jacente à cette diversité,
est quand même quelque chose d'assez ambivalent. C'est quelque chose qui, d'une certaine façon, avait été assez bien montré par Bernard Lahire dans ses travaux. La sensibilité à la diversité culturelle n'est pas euh, synonyme de disparition des hiérarchies. Hein. On peut tout à fait avoir un répertoire d'activités, de goûts extrêmement éclectiques, tout en continuant à les hiérarchiser. Et de fait, c'est effectivement quand même ce qu'on observe. Et puis la troisième raison, et ça c'est peut-être un point un petit peu plus exploratoire, mais que j'ai essayé de développer dans le livre, c'est qu'on on peut peut-être faire une sorte d'analogie entre ce qui se passe dans le domaine culturel et ce qui se passe dans le domaine de l'occupation de l'espace. De la même façon que en sociologie urbaine, euh, en géographie sociale, on observe des phénomènes de gentrification, hein, lorsque des territoires originellement peuplés en majorité par des catégories populaires deviennent attirants pour les classes moyennes ou supérieures, notamment en raison de phénomènes de spéculation foncière qui chassent les catégories privilégiées des centres-villes. Bon, c'est des phénomènes qu'on connaît très bien dans les grandes métropoles et en particulier en région parisienne. Bien de la même façon, il se produit des phénomènes d'appropriation culturelle qui sont aujourd'hui fort débattus et fort étudiés outre-Atlantique, qui le sont un peu moins en France, mais qui commencent à l'être, qui procèdent un petit peu de la même façon. C'est-à-dire, au fond, les catégories socialement et culturellement privilégiées se réapproprient des répertoires qui viennent de la culture populaire, à partir desquels ils vont créer de la valeur et en quelque sorte progressivement en exclure ceux qui en étaient à l'origine. Un petit peu de la même façon que ce que l'on observe dans le phénomène de gentrification spatiale. Bon, on pourrait voir de multiples exemples de cela dans le domaine de l'histoire de la musique populaire, c'est quand même très net. Bon, il y a l'exemple évidemment emblématique du jazz, qui a cessé depuis très longtemps d'être une musique populaire, et il y a clairement un phénomène d'appropriation culturelle, de réappropriation culturelle. Mais je pense qu'il y a d'autres répertoires, je pense dans le domaine de la danse contemporaine, la manière dont le hip-hop, par exemple, fait son entrée sur les scènes très consacrées de diffusion de l'art chorégraphique. Et il y aurait des phénomènes, je pense, de cet ordre-là à étudier. Le dernier point que je vais ne faire qu'évoquer, parce que j'ai trop abusé de mon temps, le dernier point que j'ai voulu aborder dans cet ouvrage, c'est un point qui me tenait à cœur depuis longtemps, en fait, qui est le fruit de discussions notamment que j'avais eues depuis très longtemps avec Olivier Donat, à l'époque où il s'occupait des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français au ministère de la Culture, et puis aussi des échanges que j'ai avec mes collègues politistes ici à Sciences Po. C'est la relation qu'on peut essayer de faire entre les attitudes culturelles et les attitudes politiques. Bon, malheureusement, je suis obligé d'aller très vite là-dessus, alors c'est quand même des questions sur lesquelles il faudrait essayer d'être le plus nuancé possible. Disons que dans la dernière partie de l'ouvrage, j'ai essayé, en m'appuyant sur des données inédites, qui sont les données du panel Ellipse, qui est un panel d'enquête sur un échantillon aléatoire de la population adulte française, auquel ce panel est un panel qui est soumis selon un rythme mensuel à peu près, à des enquêtes sur une grande variété de sujets. J'ai essayé au fond de mettre à l'épreuve l'hypothèse d'homologie développée par la sociologie d'inspiration bourdieusienne depuis la distinction en particulier, font l'idée qu'il y aurait des formes de correspondance entre les attitudes et les habitudes observées dans différents ordres de pratiques, d'attitudes et d'opinions. Bon. Et j'ai essayé de m'intéresser notamment à la correspondance qui peut exister entre les attitudes culturelles et politiques, et notamment la correspondance qu'on peut faire entre cette métaphore de l'omnivore et de l'univore de Richard Peterson et cette métaphore de l'ouvert et du fermé qui est très fréquente aujourd'hui chez les politistes. Hein,
est-ce que le clivage entre le global et le local, le clivage entre les nowhere et les somewhere, pour prendre la terminologie de David Goodhart, cet essayiste anglais dont l'ouvrage a eu pas mal de succès il y a quelques années après le Brexit en Grande-Bretagne. Et j'ai essayé de voir dans quelle mesure, effectivement, les logiques sociales de positionnement culturel et politique étaient homologues. Alors, j'ai malheureusement pas le temps de détailler tout ça, mais disons que sur la base de méthodes d'analyse factorielle, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs sur les pratiques culturelles et sur les attitudes politiques, je suis arrivé effectivement à ce résultat qu'au fond, les attitudes culturelles sont fortement structurées par un double principe de retrait et d'engagement, qui est quand même qui correspond assez à cette idée d'éclectisme, avec d'un côté ceux qui font beaucoup de choses, et puis de l'autre côté ceux qui sont plus en retrait, et puis un deuxième axe de différenciation qui est plus temporel et qui est plus lié à l'âge, et qui est lié en fait à l'opposition entre les répertoires établis et les répertoires émergents. Et au fond, on trouve une forme de correspondance entre ce qu'on observe dans l'ordre politique et dans l'ordre culturel, puisque au fond, dans l'ordre culturel, on a deux formes de légitimité, ce que j'appellerais la légitimité émergente et la légitimité établie. Alors, du côté de la légitimité, on trouve plutôt les catégories supérieures, les diplômés, mais avec une différenciation générationnelle très forte entre les répertoires émergents chez les plus jeunes et les répertoires établis chez les plus âgés. Et sur le plan des attitudes politiques, on a un gradient de libéralisme culturel qui est très lié au capital culturel et à la classe sociale, avec ici de ce côté droit du graphique, les catégories qui sont plutôt du côté du libéralisme des mœurs, du libéralisme, de ce que les politistes appellent le libéralisme culturel, et du côté des catégories populaires, des catégories peu diplômées, les catégories les moins libérales sur le plan culturel, et puis une différenciation générationnelle qui se fait plus dans l'adhésion et le rejet du libéralisme dans sa dimension proprement économique, où l'adhésion au libéralisme économique est plutôt du côté des générations les plus anciennes, et le rejet du libéralisme économique se situe plutôt du côté des générations les plus jeunes.